Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Plus de 500 personnes dans les rues de Fort-de-France. L'appel à la grève nationale a été suivi par les syndicats locaux. Revalorisation des salaires, renforcement des services publics ou encore protection sociale décente pour tous font partie de leurs revendications. Dans ce journal aussi, nous reviendrons sur la tentative de braquage d'une bijouterie au centre-ville de Fort-de-France. C'était hier en fin d'après-midi. Un nouveau fait de violence qui interpelle commerçants, élus et population. Enfin, première sortie officielle pour Léaline Patry sur cette aire. Miss Martinique 2025 a été accueillie en grande pompe au François. Un très beau moment de partage entre notre reine de beauté et certains de ses plus fervents supporters. Mais d'abord, cette image impressionnante. L'un des nouveaux portiques installés sur le grand port maritime s'est effondré. L'équipement, arrivé en mai dernier, devait permettre de renforcer les portiques déjà présents. Selon nos informations, l'opérateur qui se trouvait dans sa cabine, un homme âgé de 50 ans, est blessé au dos et à la hanche. Un autre homme âgé de 34 ans est également blessé. Il se trouvait dans un conteneur au moment de la chute. Et puis cette autre information, un 26e homicide est à déplorer sur notre territoire. Un homme de 22 ans est décédé à Balata. Il a été retrouvé au sol peu avant 17 h avec 3 impacts de balles dans le corps. Nous y reviendrons dans nos futures éditions. Vous l'avez certainement remarqué, ce jeudi 18 septembre a été marqué par la mobilisation sociale. Une intersyndicale appelait à la grève aujourd'hui afin de dénoncer la politique budgétaire de l'État. Dès 8 h, des manifestants se sont réunis à la maison des syndicats. Ils sont près de 600 à avoir défilé dans les rues de la capitale. Le reportage de Ryan Aneas. Chants et banderoles, la Martinique fait entendre sa voix ce matin dans les rues foyalaises. Ils sont environ 500 à avoir répondu à l'appel de la mobilisation nationale. Aujourd'hui, la colère est la même au sein de chaque syndicat, manifester contre le nouveau gouvernement en place. Les gouvernements successifs ponctionnent toujours sur les mêmes personnels. On se retrouve à devoir, quand on est malade, à devoir ne pas être payé avec le jour de carence. Donc ça veut dire qu'on n'est pas payé ce jour-là, le premier jour. Maintenant, 10% moins retirés pendant les 3 premiers mois quand vous êtes en congé de maladie ordinaire. Notre point d'indice n'est pas revalorisé depuis plus de 2 ans. On nous a enlevé la garantie de pouvoir d'achat. CGTM, CDMT, SNES FSU, tous expriment la même colère sous différentes bannières. La fonction publique, largement représentée, dénonce notamment la suppression de 3000 postes. Un ras-le-bol que tous partagent aujourd'hui. Si le gouvernement n'est pas établi, on doit lui dire que les conditions de travail ne sont pas respectées, peu importe dans la santé, dans l'éducation, même l'hôtellerie ou l'entreprise, l'activité économique ne reprend pas parce que les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Le pouvoir d'achat diminue, on disait aussi les salaires, mais les prises en charge non plus ne sont pas bonnes. Donc il faut le dire haut et fort et la masse, c'est la rue au fait, une contestation sociale générale. Une contestation illustrée à travers de nombreuses pancartes et tous demandent la même chose, être écoutés par ce nouveau gouvernement. Ce que nous demandons au nouveau gouvernement aujourd'hui, c'est d'ouvrir un véritable dialogue pour pouvoir, sur nos revendications actuelles, sur ce pourquoi nous sommes dans les rues aujourd'hui, les salaires, les conditions de travail, d'arrêter la casse de la fonction publique territoriale, d'arrêter d'attaquer les plus petits, les plus faibles. Donc ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'il faut que le gouvernement réponde aux besoins sociaux. Une colère sociale qui s'est exprimée dans les rues de Fort-de-France, mais pas que. Outre-Atlantique, les mobilisations se sont tenues toute la journée et auraient rassemblé plus de 500 000 personnes, partout en France. Et vous venez de l'entendre dans l'Hexagone, cette mobilisation générale a rassemblé plus de 500 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, le double selon la CGT, alors que 80 000 policiers et gendarmes étaient déployés sur le territoire. Peu de débordements ont été constatés, 134 personnes ont tout de même été placées en garde à vue. Revenons à Fort-de-France où une tentative de braquage a secoué la rue Lamartine hier après-midi. 3 braqueurs sont restés enfermés de longues minutes dans une bijouterie avec leurs 2 victimes avant d'être interpellés par les hommes du raid, Loïc Régis, Ryan Aneas et Diana François-Eudoxie. Moins de 24 heures après la tentative de braquage ratée dans une bijouterie, l'émotion est encore vive à la rue Lamartine.
Hier, en fin d'après-midi, 3 hommes font irruption dans son commerce, mais se retrouvent ensuite pris au piège à l'intérieur. Après l'intervention des policiers du raid, les braqueurs sont interpellés. Le gérant et son fils sortent choqués, mais sains et saufs. Tous les braqueurs sont venus jusqu'à la fermeture. Ils sont entrés à l'intérieur pour récupérer les bijoux jusqu'à l'intérieur. Mais au moment que je suis entré, il y avait notre fils qui était à moi avec le magasin. Et mon fils venait pour aider les autres à ramasser les bijoux dans les vitrines. Et quand on est venu, là, eux, les voyous, quand ils sont venus, c'est là où vous avez sont venus observer ton braquage. Parce que là, les gars représentent leurs hommes, ils ont baissé un peu la porte pour qu'ils travaillent. Et là, mon fils m'a dit, de l'autre côté, il y a un braquage, il y a un braquage, il y a un braquage. J'arrivais tout de suite là. Quand j'arrivais tout de suite, on a dit, tiens, mais ils sont à l'intérieur, il dit, tout est à l'intérieur. Il dit, tiens, mais on a baissé la porte, il a lutté pour baisser la porte. Franchement, quand on a essayé de... Maintenant, ils sont plutôt là pour essayer de sortir. De nombreux passants ont assisté à l'intervention des forces de l'ordre hier soir. Certains ne cachent pas leur inquiétude. Je tourne sur Fort-de-France dans la journée, je ne vois aucun véhicule police, pas de police nationale, pas de police municipale, il n'y a pas de sécurité dans Fort-de-France. Déjà la nuit, c'est devenu dangereux. Aujourd'hui, ça va être dangereux la journée. Il y a des moyens qui ont été promis et ça n'avance pas. Cet épisode relance une nouvelle fois le débat sur l'insécurité en Martinique. Le représentant des commerçants du centre-ville se veut rassurant. Ce type de phénomène reste rare, selon lui. On vit avec ce quotidien. Je ne dis pas qu'on a l'habitude, mais après, ce sont des épiphénomènes. Il ne faut pas non plus exagérer. Ça arrive, pourquoi? Parce que c'est une bijouterie et que parce qu'il y a l'attrait de l'or. Maintenant, peut-être que la nouvelle fonction des bijouteries, c'est de se mettre, de mettre une forme de sécurité et un système d'alarme ou je ne sais pas comment, mais en tout cas, je sais que ça se fait dans l'Hexagone. Maintenant, il se trouve que, oui, on peut avoir peur. Maintenant, je tiens quand même à tranquilliser le chaland parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive non plus régulièrement. Le maire, quant à lui, s'engage à prendre des mesures. On a pris une délibération pour augmenter, il y a le mois d'août, augmenter nos équipes de médiation. Et donc, on va travailler avec eux pour voir comment améliorer les choses en matière de sécurité dans le centre-ville, décaler les horaires des patrouilles pour qu'elles soient plus présentes aux horaires de fermeture des bijouteries et continuer à travailler avec les acteurs du centre-ville pour améliorer les choses en matière de sécurité. Une cellule psychologique sera mise en place pour accompagner le bijoutier. Les 3 braqueurs, quant à eux, ont été placés en garde à vue. Comment intégrer la génération Z à nos collectivités locales? Un vaste sujet abordé ce matin au Lamentin. Objectif, préparer dès aujourd'hui les administrations publiques aux talents et aux outils de demain, et notamment l'intelligence artificielle. Ateliers, allocutions et tables rondes ont rythmé la matinée. Les précisions face à la caméra de Ryan Agnès. Aujourd'hui, l'idée, c'était de présenter le panorama de l'emploi public à partir des données que nous avons recueillies et de préparer les collectivités à 2 dynamiques sociétales que nous allons traverser. À la fois l'arrivée sur le marché du travail, qui est déjà en cours, de la génération Z, et l'IA, qui fait aussi son entrée, qui est une innovation technologique et qui va faire son entrée dans les collectivités. L'objectif, c'est de mettre le pied à l'étrier. Certaines ont commencé, donc par exemple l'Espace Sud qui a initié l'ensemble de ses agents à la question, ou alors a créé aussi, j'ai entendu, des applications, des IA internes, mais toutes les collectivités ne sont pas au même rythme de développement et donc l'idée c'était de leur donner de l'information pour qu'elles puissent en interne commencer à discuter et à préparer les évolutions qui seront nécessaires pour les métiers et aussi pour le cadre légal qu'auront besoin les agents pour utiliser l'intelligence artificielle. Parce que nous avons aussi des ateliers sur le recrutement, comment attirer les talents de la génération Z, sur la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, et sur l'IA, comment bien rédiger un prompt, comment utiliser l'IA dans nos organisations, à la fois des IA métiers, pour faciliter déjà se séparer de certaines tâches qu'on pourrait faire plus rapidement avec l'IA, mais aussi favoriser l'évolution des métiers pour permettre d'avoir des métiers qui répondront aux dynamiques futures de la fonction publique territoriale.
La Martinique est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Les pluies ont été intenses cet après-midi dans le nord de l'île ainsi que sur la côte Caraïbe. Si un retour au calme est attendu pour la nuit, Météo France recommande tout de même de rester vigilant. Intéressons-nous à présent à un mal de plus en plus présent dans nos sociétés. Alors que la prévalence de la démence augmente partout dans le monde, c'est aussi le cas de sa forme la plus courante, la maladie d'Alzheimer, dont la journée mondiale est organisée le 21 septembre. C'est dans ce cadre qu'un film documentaire sera projeté ce samedi à Madiana. Dans les yeux d'Alzheimer, ce qui reste de nous, on regarde un extrait. Alzheimer, ce mot qu'on prononce à voix basse et qui hurle dans tant de familles. En France, plus de 3 millions de proches vivent avec cette absence qui s'installe, lentement, sans bruit. Ce film, c'est mon témoignage, celui d'un fils, d'un proche, d'un témoin impuissant. Et nous recevons ce soir le réalisateur de ce film documentaire, Stéphane Maurice Dulérin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Normal. On a entendu dans ce court extrait, ceci est le témoignage d'un fils, d'un proche, d'un témoin. On imagine forcément les raisons qui vous ont poussé à réaliser ce film. Disons que c'est un peu comme tout le monde. Lorsque je prends ma caméra, ou pour les gens peut-être leur appareil photo, enfin leur téléphone, on tente d'ancrer les instants, de recomposer un peu les souvenirs. Et j'ai voulu, à travers finalement une expérience personnelle, recomposer un peu les choses et garder un souvenir d'une maman qui, malheureusement, à cause de la maladie, descend. Et c'est une façon, quelque part, on va dire, de prolonger un peu le voyage avec elle et de garder donc les instants qui ont été et qui, malheureusement, ne pourront pas être dans le futur. Donc c'est une façon aussi pour vous de mieux vivre aussi cette maladie ? De mieux la vivre, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un côté cathartique? Peut-être, mais disons que c'est sûr que de filmer, c'est recomposer les choses, puisque je filme, je fais le montage, je fais un peu tout. Et c'est aussi une façon de se transposer à travers finalement une expérience collective, puisque mon histoire, c'est aussi celle d'autres personnes. Donc j'ai d'ailleurs pu avoir, à la suite donc, de la bande-annonce, pas mal d'appels de personnes qui m'ont raconté leur histoire et visiblement, ça a fait écho. Donc c'est de façon très réversible un peu mon histoire, la leur. Et donc voilà, on se projette et on essaye de faire en sorte que les choses, lorsque l'on, en tous les cas personnellement, lorsque l'on filme, puissent ancrer les instants. Un film qui permet aussi de sensibiliser le grand public à cette maladie qui, je l'ai dit en amont, gagne de plus en plus de place dans nos sociétés et qui reste pourtant assez méconnue. C'est un peu pour ça d'ailleurs que dans la bande-annonce, je dis que c'est elle avance lentement, un peu sans bruit, puisqu'en fait, il y a plusieurs perspectives à cela. Elle est sans bruit parce que on ne la connaît pas réellement. Lorsque le patient développe déjà les symptômes, il est souvent déjà trop tard. C'est quelque chose qui est relativement avancé. Et à ce moment-là, comment faire? Donc, en effet, ça demande, à mon avis, enfin, ça gagnerait à avoir un plus grand écho, puisque c'est un mal du siècle, c'est un fléau moderne qui, selon ce que j'ai pu comprendre, induit à pas mal on va dire, de choses, dont notamment le cadre de vie. Vous qui êtes justement assez directement concerné par cette maladie, que pensez-vous de l'accompagnement proposé peut-être ici en Martinique? Alors disons qu'avant de parler de l'accompagnement, je pense qu'il aurait fallu que les autorités en fait, s'intéressent davantage à la prévention. Parce qu'on ne le sait pas, mais en règle générale, c'est quelque chose qui se développe autour des 30-40 ans. Et les symptômes apparaissent vers 60, 70, 80 ans. Donc l'accompagnement, c'est un peu tardif. Maintenant, l'accompagnement, je ne dirais pas qu'en Martinique. L'accompagnement est difficile puisqu'il faut que les autorités puissent donner les moyens. Et de ce que j'ai pu comprendre, ce n'est pas forcément le cas dans toutes les structures.
Donc ça c'est un premier élément. L'autre élément, c'est déjà lorsque la maladie commence, en tous les cas lorsque les symptômes sont palpables, c'est un peu difficile d'accompagner parce que souvent le patient se retrouve un peu dans le déni parfois de la maladie. Et à ce moment-là, comment faire? Comment faire lorsque le patient lui-même ne veut pas être aidé? Donc, parce qu'il se sent bien, ou il dit non, non, tout va bien. Ou lorsqu'il est dans l'acceptation, tout dépend du stade. Donc, si le stade est léger et qu'il y a encore de l'autonomie, ça va. À partir du moment où les choses avancent, là, ça devient difficile. Et je pense qu'on peut tous dire, nous, en tant qu'aidants, qu'on ne se sent pas suffisamment protégé. Alors, les EHPAD, les structures spécialisées, à mon sens, font de leur mieux avec les moyens qu'on peut leur donner. Mais en tous les cas, à titre personnel, c'est difficile. Trouver un EHPAD, trouver quelqu'un qui potentiellement peut garder la personne, mais à ce moment-là n'est pas forcément spécialisé dans les maladies neurodégénératives, c'est difficile, c'est compliqué. Ça s'apparente un petit peu à un parcours du combattant. Oui. Ce documentaire, Dans les yeux d'Alzheimer, je le disais, sera projeté ce samedi à Madiana. Comment ça se passe? Comment faire si on souhaite aller le regarder? Alors, comme j'ai tout dû financer sur mes propres moyens, malheureusement, ce n'est pas une billetterie qui sera ouverte à Madiana, mais une billetterie privée. Alors, en règle générale, les choses se font plutôt en amont avec une prévente, donc notamment avec le site Bizouk. Donc, c'est possible de prendre donc, encore quelques places sur le site. Sinon, de venir directement à Madiana à 9 h pour que la séance puisse commencer à 9 h 30. Donc il y aura possibilité de payer directement. Pour voir ce film documentaire. Vous avez déjà prévu peut-être une suite pour la vie de ce documentaire et s'il sera visible ailleurs qu'à Madiana si jamais on n'a pas pu assister à la projection de samedi? C'est pour ça que j'ai précisé au début, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre malheureusement éternellement de réorganiser une projection sur des fonds personnels. Donc tout dépendra un peu de l'intérêt que cela peut susciter et de l'accueil du public. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté votre invitation, de nous avoir parlé de ce documentaire et plus largement de la vie d'un aidant, d'un aidant, de quelqu'un qui est touché par cette maladie d'Alzheimer. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Elle était l'invitée de notre journal ce lundi. Léaline Patry était célébrée hier soir au François. Miss Martinique 2025 a pu se rendre à la rencontre de la population dans sa commune d'origine. Une première sortie officielle appréciée de part et d'autre, comme nous l'explique Caril Chassol sur des images de José Éloi. Accueillie à la mairie de sa commune natale, Léaline Patry, élue Miss Martinique samedi dernier, a reçu les félicitations du conseil municipal et la médaille de la ville. Elle a ensuite pu parader dans les rues du François au son de groupes à pied, l'occasion pour la reine de beauté de rencontrer le public venu nombreux. Une première rencontre avec le public martiniquais qui a ravi la nouvelle Miss Martinique. Elle était accompagnée de sa famille et du comité Miss Martinique. Pour la municipalité, cette mise à l'honneur était une évidence. Elle a également tenu à y associer Bérardine Mardé, l'autre candidate franciscaine à cette élection.
Un moment convivial qui a ravi le public présent ainsi que Léaline Patry. La Miss Martinique 2025 pourra encore le rencontrer dimanche au Marin à l'occasion de la YOL Women's Cup, une manifestation qui entre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Attention, une Miss peut en cacher une autre. Miss Martinique 2022 est en plateau avec nous. Axel René, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, Miss Martinique 2022, mais surtout depuis quelques jours, Miss Grand Martinique. Quel est ce nouveau titre? Alors, ce nouveau titre m'a été attribué par le comité Miss Martinique qui a décidé de m'envoyer à un nouveau concours international qui existe depuis 2010, certes, mais qui est nouveau pour la Martinique. Donc, j'ai l'honneur d'être la première représentante qui va au concours international pour la Martinique. Lorsque l'on entend Miss Grand, on pense tout de suite à la taille, exact. Mais il ne s'agit pas que de ça en tout cas. Exactement, il ne s'agit absolument pas de la taille, pas du tout, parce qu'il peut avoir toutes les tailles dans cette élection, mais c'est plutôt une traduction anglaise qui signifie grandiose, parce que le show à Miss Grande, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Et comparé, alors il y a 3 grands concours internationaux pour les Miss, c'est Miss Univers, Miss Monde et Miss Grande. Et Miss Grande, justement, prend de l'ampleur. Et voilà, c'est connu surtout pour faire des shows grandioses. Alors quels sont les atouts qui sont attendus ? Alors, les atouts comparés justement aux autres concours, c'est notamment énormément la démarche. Et je pense que la Martinique sait à quel point j'aime énormément la démarche. La prestance sur scène, le charisme, c'est quelque chose qui prédomine plus en tout cas que les autres concours. Et il y a aussi bien sûr un côté qui sert en tout cas au monde. Donc nous les Miss, on aime beaucoup ça. Et le slogan de Miss Grande, c'est Stop the War and Violence. Donc arrêtons la guerre et les violences. Donc on utilise quand même nos voix pour pouvoir appeler en tout cas à la paix dans le monde. Alors où se déroule l'élection cette année et comment la suivre ? Alors l'élection se passe en Thaïlande cette année. Nous allons visiter 2 villes en Thaïlande. Et nous pourrons la suivre sur ATV, bien sûr. Évidemment. Donc les dates du concours, on nous a pas alors, donné. je m'en vais, je me permets de dire, je m'en vais le 21 de la Martinique. Je m'en vais dimanche, voilà, à l'aéroport. Donc voilà, je vous invite à venir me soutenir, en tout cas de me donner la force pour pouvoir y aller. Et ensuite, je m'envole pour Bangkok le 28 septembre et l'élection commence. Pas l'élection, mais je dirais l'aventure commence le 1er octobre. Ensuite, nous avons, je vous ai dit, le show est très grandiose. Donc, nous avons plusieurs dates pour l'élection. Donc, il y a le costume national. Donc, c'est vraiment comme une élection du costume national qui sera le lundi 15 octobre. Ensuite, il y a le show des préliminaires qui sera le 15, alors du coup c'était le 13, excusez-moi. D'accord, donc 13, voilà, les 13 costumes, pour le costume, le 15 et le préliminaires. 15 pour les préliminaires et le 18 pour l'élection. Le public a-t-il un rôle à jouer? Et lorsque je parle du public, je parle évidemment de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Oui, absolument. Miss Grande, c'est vraiment un concours qui galvanise la population. Et notamment, il y a 2 choses sur lesquelles la Martinique peut m'aider, le monde entier surtout. C'est simplement les votes, déjà sur le site internet Miss Grande, www.missgrandeinternational.com. On cherche mon profil dans l'onglet Contestants, donc candidate, et on vote pour moi, simplement en créant un compte. Et aussi, ce concours permet d'élire le pays de l'année. Donc c'est vraiment une belle vitrine pour un pays qui ne serait pas forcément connu mondialement comme le nôtre. Simplement sur les réseaux sociaux, la Miss qui comptabilise le plus de commentaires, de j'aime sur les publications qui sont sur Instagram, TikTok, devient le pays de l'année. Donc ça peut être une belle vitrine pour la Martinique et c'est ce que je souhaite. Magnifique, merci beaucoup pour toutes ces explications, Axel René. Et on se retrouve donc dimanche à l'aéroport pour vous souhaiter tout le bonheur du monde. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le prochain sujet devrait d'ailleurs vous plaire, cher Axel. Une exposition baptisée « L'orfèvrerie de l'essentiel » est visible jusqu'à la fin du mois au domaine de Font-Saint-Jacques à Sainte-Marie. Organisée dans le cadre de la France Design Week, elle interroge sur l'impact du design dans notre quotidien. Un reportage de Jean-Marc Carton.
Un voyage entre art, matière et vivant. Ici, le design se fait sobre et sensible. Une démarche où l'essentiel reprend toute sa place. Elle explore les gestes culinaires comme une matière à sculpter. Pour Tomeska, le design passe aussi par le goût et l'émotion. Nous avons un petit gâteau, manioc et puis graine caco. Nous avons un pain qui chute à dans feuille banane, donc c'est un pain lent mori banane jaune. Nous avons un petit galette manioc et puis bélangène et puis gombo et puis simos à dans. Nous avons un ketchup goyave. Devant ces créations, les visiteurs ne sont pas seulement spectateurs, ils deviennent goûteurs. Un petit côté sucré salé avec de la morue, avec une petite touche de citron caviar. Alors là, je ne saurais plus décrire. J'étais agréablement surprise parce que tout ce que j'ai vu là, c'était avec des produits de chez nous, des produits locaux. Je suis en master sensoriel et j'ai un peu fait des cours en design culinaire justement. Et du coup, ça me permet de voir un peu comment ça peut évoluer avec les origines de chez moi, quoi, de la Martinique. Donc c'est très bien. D'autres créateurs prolongent cette quête de sobriété. Avec l'orfèvrerie de l'essentiel, Christy Barral valorise le beau à travers l'utile. Aujourd'hui, l'orfèvrerie de l'essentiel, pour moi, c'est une nouvelle façon de se projeter dans l'orfèvrerie d'aujourd'hui à la Martinique. On a de beaux produits, de bons produits, et on peut transformer nos produits pour qu'ils deviennent de produits nobles. La corne de bœuf, en général, on les jette ou on les donne. Donc moi, j'ai travaillé et j'ai créé des bijoux à partir de la corne de bœuf. Les visiteurs découvrent avec émotion des pièces où la simplicité devient élégance. La récupération de tout ce qui nous entoure, qu'on ne remarque pas parfois et auquel on redonne une vie, une beauté, une poésie à travers l'art, le design. C'est vraiment très beau, c'est vraiment très travaillé, bien travaillé. Et donc, cela signifie simplement, effectivement, qu'on a un artisanat local de qualité. À l'origine de ce rendez-vous, l'association Roseau Ecotech. Son ambition, promouvoir un design durable, ancré dans les savoir-faire et respectueux de l'environnement. On va essayer de récupérer autour de l'humain tout ce qui peut le gêner, par exemple les déchets. Donc on va essayer de le débarrasser des déchets. Donc nous, en tant que créateurs et association, on va essayer de le récupérer et voir comment on peut le revaloriser. Un moment de partage où l'art culinaire, l'orfèvrerie et l'écologie se sont rencontrés autour d'une même idée, sublimer l'essentiel. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang devant la mairie du Lamentin sur la place du Calbassier de 8h à 13h. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 11h30 à 17h30. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. L'un des nouveaux portiques du grand port maritime à Fort-de-France s'est effondré cet après-midi. L'opérateur qui se trouvait à l'intérieur de sa cabine est blessé à la hanche et au dos. Et puis un peu plus tôt dans la journée, plus de 500 manifestants ont défilé dans les rues de Fort-de-France. Un mouvement national relayé localement. Les grévistes dénoncent notamment la politique budgétaire de l'État. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Toute l'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Et ce soir, on se quitte avec de magnifiques images aériennes de la ville du Vauclin. Passez une excellente soirée sur ATV.